La planète nous offre des paysages grandioses, peuplés par une faune fascinante. Mais que faisons-nous pour protéger ces trésors? Dirk Steffens, grand voyageur et passionné de nature, nous emmène aujourd'hui en Australie où vivent les animaux les plus venimeux de la Terre. Pour trouver les animaux les plus venimeux de la planète, il faut aller en Australie. La péninsule du Cap York, au nord du continent, grouille littéralement d'animaux dangereux, comme cette vipère de la mort. Le venin de ce tout petit serpent suffirait à tuer plus d'une vingtaine de personnes. Qu'il s'agisse de serpents, de crocodiles, de pieuvres, de méduses, de poissons épineux ou d'araignées, beaucoup de ces animaux peuvent devenir très dangereux pour l'homme. Ça explique qu'on les ait chassés et qu'on ait longtemps essayé de les exterminer. Depuis quelque temps, on se demande de plus en plus si ces animaux dangereux ne jouent pas un rôle important dans leur écosystème. Et s'ils ne peuvent pas aussi nous être utiles à nous, les hommes. Avec toutes les espèces dangereuses qu'on y croise, l'Australie peut donc réserver de grandes frayeurs. Je me rends sur la péninsule de Cap York, tout au nord de l'Australie. Il n'y a pas d'endroit plus dangereux en termes d'animaux venimeux. Un vieil ami m'attend là-bas, Brian Fry, l'un des chercheurs en venin les plus réputés du pays. Hey Brian, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Bien, j'ai du nouveau. Du nouveau? Un serpent? Deux serpents. De quelle espèce s'agit-il? Des serpents tatoués. Je viens de dire que tu étais un grand scientifique, mais tu es quand même un peu original dans ton genre. Au moins, je m'amuse. Allez, on y va. Brian est un honorable professeur de l'université de Melbourne. C'est aussi un fan de heavy metal. Il sillonne le continent pour collecter du venin, en particulier celui des serpents. Le venin est utilisé par l'industrie pharmaceutique dans la recherche d'antisérums et le développement de nouveaux médicaments. Quel est l'intérêt des venins d'animaux ? Le venin est un stade suprême d'évolution. D'un côté, on a le prédateur, de l'autre, la proie. Le venin crée une interaction chimique entre les deux. Il produit un effet extraordinaire. Aujourd'hui, Brian prévoit d'attraper des serpents marins, venimeux bien sûr, et si possible en grande quantité. Plus il récolte de venin, meilleur c'est pour ses recherches. Josh est pêcheur professionnel et il fait aussi partie de l'équipe de Brian. Il connaît ce coin isolé comme sa poche. Comment est-ce qu'on les déniche? Les serpents marins nagent dans le fond pour surprendre les poissons qui dorment. Ils les mordent et les remontent à la surface pour les avaler. Puis ils s'endorment aussitôt après. Ils dorment en profondeur pendant la journée pour ne pas être repérés par les oiseaux de proie qui les mangeraient s'ils étaient à la surface. La nuit, les serpents peuvent remonter puisqu'on ne peut plus les voir. Tu vas voir comme ils sont nombreux. Mais pour ça, on doit attendre la tombée de la nuit. Brian vient ici depuis des années. Il a déjà capturé des milliers de serpents de mer, la plupart du temps avec une épuisette, mais aussi à main nue. On va faire comme ça. Tu vas attraper les plus petits avec l'épuisette, pendant que j'attraperai les plus gros qui ne tiennent pas dedans. Je vais les poser sur le pont, et toi tu poseras l'épuisette par-dessus pour les retenir, jusqu'à ce que je saisisse la tête. Mais qu'est-ce que je dois faire s'ils sont trop gros pour l'épuisette? Regarde, je les lance sur le pont, et tu les immobilises. Brian fonctionne à l'adrénaline. Le danger l'excite. Mais malgré toute son expérience, son métier reste dangereux. Il était trop rapide. C'en était un assez gros. Je dirais environ 1,50 m de long. Tu as reconnu ce que c'était? Oui, un Lapémis ardouiki femelle. Comment tu sais que c'était une femelle? Parce que les femelles sont à peu près 2 fois plus grosses que les mâles.
Tous les serpents marins sont ovipares et les femelles sont plus grosses. Des fois, je me demande si je dois croire tout ce que me raconte Brian. Alors, c'était vraiment une femelle? T'es vraiment certain que c'était une femelle? Catégorique. C'est lui le spécialiste. Je l'ai. Sur le pont, mets-le sur le pont. Je l'immobilise. C'est bon. Tu l'as? Touche sa peau. Tu sens comme elle est râpeuse? Elle est presque coupante. À quoi est-ce qu'elle leur sert? À grimper sur les rochers? Exactement. C'est une spécificité des mâles. Lors de l'accouplement, ça lui permet de s'accrocher à la femelle, même s'il n'a pas de pattes. Les serpents ont des crocs venimeux relativement courts, assez longs cependant pour transpercer la peau. On croit que ces serpents sont incapables de mordre. C'est faux, mais je ne suis pas complètement crétin et j'ai pensé à retirer mon doigt du gant. Le venin de serpent de mer est l'un des plus puissants qui soit. C'est un gros. Cette espèce est responsable de 90% des morts causées par les serpents marins. C'est le grand serpent de mer, l'espèce la plus dangereuse ici. Mais celui-ci est encore jeune. Ils peuvent atteindre quelle taille? Environ 1,30 m. Donc c'est encore un bébé. Quel âge il peut avoir? Oh, c'est probablement un jeune de l'année. Il a entre 4 et 5 mois. 4 mois. Mais son venin est déjà dangereux? Oui, très dangereux. Même ce bébé pourrait tuer? Oui, ce bébé pourrait tuer. Les serpents de mer sont des animaux farouches. Mais ils ne mordent que s'ils se sentent menacés. Est-ce que tu t'es déjà fait mordre? Oui, et c'était horrible. Je suis resté malade pendant 9 mois. 9 mois? C'est quoi les symptômes? Une véritable torture. Tu vois, les courbatures que tu peux avoir quand tu as fait beaucoup de sport? Eh bien, imagine cette douleur en plus intense et qui s'insinue dans tous tes muscles. C'est horrible, vraiment horrible. On t'a administré un contrepoison? Oui, à l'hôpital, sinon je serais mort. On dit qu'en Australie, l'approvisionnement en contrepoison est meilleur qu'ailleurs. C'est vrai? Oui, c'est pas pour rien que l'Australie est surnommée le continent venimeux. On trouve ici plus d'animaux à venin que partout ailleurs. C'est une de nos spécialités. Nous continuons nos recherches. Il se passe alors quelque chose d'extraordinaire. Nous assistons à un phénomène que malgré toutes ces années d'études, Brian n'a encore jamais pu observer. L'accouplement de serpents de mer. Super. Regarde ça. Combien de temps dure un accouplement? J'en sais rien. C'est la première fois que je vois ça. C'est génial. On sait peu de choses sur la reproduction des serpents de mer. Tout ce qu'on sait, c'est que plusieurs espèces sont menacées d'extinction. Ils ont combien de petits? Ça varie selon les espèces? Oui, ça varie. Le Lapémis hardwicki n'a que 2 petits à la fois. En liberté, ils vivent jusqu'à 4 ou 5 ans seulement et ne s'accouplent que 2 fois dans leur vie. Ça explique pourquoi l'espèce est mise en danger quand des serpents sont pris dans les chaluts. Ce faible taux de reproduction les rend particulièrement sensibles à l'activité humaine. Absolument. Les serpents de mer ne font pas partie des espèces les plus appréciées. Mais est-ce qu'il y a une évolution dans nos comportements? Est-ce qu'on ne se préoccupe pas un peu plus des animaux menaçants et venimeux? Oui et non. Même si toi, tu ne les trouves pas spécialement menaçants. Oui et non. Je pense que les gens apprennent à apprécier l'ensemble des espèces et des merveilles de la nature, même d'un point de vue purement capitaliste. As-tu idée du nombre de personnes qui souffrent d'hypertension? La plupart du temps, ils prennent des médicaments qui sont produits à partir du venin de serpent.
Il y a derrière tout ça une industrie de plusieurs milliards de dollars et un nombre inimaginable de vies en jeu. Le venin est irremplaçable dans ce genre de traitement. Toutes les espèces sont importantes. Si nous détruisons les serpents, c'est comme si nous jetions des milliards de dollars à la mer. Nous nous arrêtons vers minuit. Nous avons attrapé 7 serpents et Brian est satisfait. Brian analysera le venin des serpents dans son laboratoire de Melbourne. Nous retournons à l'hôtel. Et c'est là que je fais connaissance de la créature la plus dangereuse de toute l'Australie. Le crapaud-buffle. On le trouve partout, et en particulier à proximité des hommes. Regardez-moi ça. En fait, je suis sorti de ma chambre parce que j'ai du linge sale. Et la machine à laver se trouve de l'autre côté. Et voilà plein de crapauds-buffles. Il faut absolument que je les montre à Brian. L'histoire des crapauds-buffles en Australie est très particulière. Cet animal originaire d'Amérique du Sud a été introduit pour la première fois dans les années 1930 pour lutter contre les ennemis des cultures. Hélas, les crapauds mangent tout. Les nouveaux venus se sont installés très rapidement partout sur le continent. Le problème, c'est que le crapaud-buffle est particulièrement toxique et donc immangeable pour la plupart des espèces indigènes. Brian, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Une invasion de crapaud-buffle. On va en attraper un. C'est un des plus grands fléaux en Australie. Tu aimes les animaux venimeux en général. Celui-là aussi? Non, parce qu'il tue des espèces australiennes. Regarde. Il m'a pissé dessus. Arrête. Ces glandes sont particulièrement importantes. Le liquide blanc qui s'écoule, c'est le venin. On l'obtient en pressant ainsi. Ce venin est une véritable menace pour les animaux australiens. Pas vrai? Ce crapaud pourrait tuer à lui tout seul un crocodile de 3 mètres de long. Comment ça? Avec son venin. Chaque pustule sur son dos produit du venin. Ce type de poison était inconnu ici, et les animaux australiens n'ont pas développé de défense contre lui. En Amérique du Sud, les espèces ont évolué en même temps que les crapauds, et certains animaux peuvent même les manger. Il existe donc au moins une espèce venimeuse que tu n'aimes pas. Au Brésil, je l'apprécierais, mais pas en Australie. Quelle est l'importance du danger pour les espèces autochtones? Dévastateur. Les vipères de la mort ont presque disparu. Les varans et les dasures sont menacés, et la population de crocodiles est en recul. On a du mal à imaginer les destructions causées par cet animal. Et je suis probablement la seule personne en Australie qui relâche cet animal sans le tuer. Je le laisse vivre. On n'est pas obligé de le tuer. Les crocodiles font partie des principales victimes des crapauds-buffles. Il n'y a pas que les grands crocodiles de mer. Les crocodiles d'eau douce, qu'on appelle les freshies, souffrent beaucoup plus. Les crapauds venimeux les ont déjà décimés. Les chasseurs constituent une autre menace pour les crocodiles, parce que leur cuir reste un produit convoité. Le braconnage a cependant diminué ces dernières années. Aujourd'hui, on ne traque plus les crocodiles, on les élève. Hartley's Creek est une ferme de crocodiles dans l'état du Queensland. Le gérant, Nick Stevens, me montre comment on élève des sauriens. Maintenant, on fait plus de bruit. Bonjour les gars, on entre. Nick commence par me conduire dans la nurserie. Ils ont environ 1 mois. 1 mois? Ouais, ce sont les plus jeunes. Par là, il y en a qui sont un peu plus âgés. 2500 crocodiles sont élevés chaque année à Hartley's Creek. C'est un commerce florissant. Il existe 17 fermes similaires en Australie. On va bientôt trier ce bassin. Ils ont tous l'air en forme. Oui, très détendu. Pour ma part, je suis tout sauf détendu. Et je commence même à transpirer.
Il fait tellement chaud ici que j'ai l'impression d'être emmitouflé dans une couverture chaude et humide. Pourquoi il fait aussi chaud ici? Parce que les crocodiles apprécient un air chaud, entre 32 et 35 degrés, et saturé en humidité. Ce n'est pas parce qu'on a une extinction de voix qu'on chuchote. Non, c'est parce que je ne veux pas stresser mes protégés. Avant l'âge d'1 an, les petits sont encore très sensibles, et il faut qu'ils se sentent bien ici. Donc, il doit y avoir ni bruit, ni conversation bruyante. On veut qu'ils soient heureux, tout simplement. Les crocodiles ont pourtant la mauvaise réputation d'être des mangeurs d'hommes. Et toi, tu les considères comme des êtres sensibles et délicats. Oui. Au cours de la première année, les animaux doivent s'habituer lentement à leur environnement. Comment tu sais s'ils sont heureux? Quand un crocodile est malheureux, il reste au fond du bassin, même quand je le nourris. Quand il remonte à la surface et qu'il essaye de m'attaquer, c'est plutôt bon signe. Un crocodile agressif est un crocodile en bonne santé. Combien de fois tu as été mordu? C'est un secret. Il arrive que je sois mordu, surtout par des jeunes. Avec les gros, on est plus prudent et on respecte scrupuleusement les règles de sécurité. Mais quand les petits mordent, j'ai parfois besoin de points de suture. Tu as l'habitude. Oui. Et s'ils sont heureux, moi aussi je le suis. Nous les avons suffisamment dérangés. À quoi sert la radio? Tu l'éteins quand on entre et tu la rallumes quand on sort. Ça permet aux jeunes de s'habituer aux voix humaines. Tu mets de la musique pour les crocodiles? Oui, uniquement pour les crocodiles, pas pour moi. Qu'est-ce que tu crois? Ils doivent s'habituer au bruit, aux humains et aux voix. Comme ça, ils ne s'inquiètent pas si je parle un peu avec eux quand je viens les nourrir. Qui a eu cette idée? Toutes les fermes font ça depuis plusieurs années. Il y a de la musique presque partout. Alors, est-ce qu'ils sont plutôt country ou classiques? Ils sont rock'n'roll. Rock'n'roll. Les sauriens sont élevés pendant 3 ans. À cet âge, ils atteignent environ 1 mètre de long. Ce sont des animaux qui se contentent de peu et qui ne sont nourris que tous les 3 jours. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. Vous avez faim, les gars? Vous vous demandez peut-être ce qu'on leur donne à manger. Ce sont des têtes de poulet. Les humains ne les consomment pas. Exact. Et c'est une alimentation saine. Comment on fait? Il faut lancer les morceaux un par un? Non, prends-en plusieurs. Maintenant, j'y vais? Vas-y. C'est un peu le repas du condamné pour ces animaux. Ils seront en effet bientôt abattus et leur cuir exporté, principalement vers le Japon et la France. On les transforme en ceintures et en chaussures, c'est ça? Un peu en ceinture, mais surtout en sac à main très chic. Le monde de la mode considère que nous produisons le meilleur cuir de crocodile au monde. Ce qui explique qu'un sac à main coûte 30 000 $. 30 000 $? Exact, ouais. Il faut combien de crocodiles pour un sac? Il faut environ 2 crocodiles par sac. Mais tu les aimes, ces animaux? Oui, bien sûr que j'aime mes crocodiles. Mais je sais aussi que c'est bénéfique pour les crocodiles sauvages. On contribue à limiter le trafic. Dès qu'un prix est fixé pour un animal, les braconniers disparaissent. C'est une méthode de protection éprouvée qui fonctionne aussi ailleurs. Si ça ne servait pas à protéger les animaux sauvages, je ne le ferais pas. Bien sûr, l'idée d'élever des crocodiles en aquarium dans le seul but de les transformer en ceinture ou en sac à main n'est pas forcément des plus sympathiques. Mais comme bien souvent, il s'agit d'un problème plus compliqué qu'il n'y paraît.
En effet, depuis que les négociants de cuir de crocodile peuvent acheter les peaux légalement et en grande quantité auprès des fermes, la chasse illégale dans la nature a quasiment disparu. Depuis que les fermes existent, le nombre de crocodiles vivants en liberté a recommencé à augmenter en Australie. Donc, une idée purement commerciale au départ est devenue une sorte de modèle de protection d'une espèce. Les animaux venimeux ne vivent pas uniquement sur la terre ferme, mais aussi dans les eaux qui entourent l'Australie. La Grande Barrière de Corail, située devant la côte orientale du continent, est le massif corallien le plus long et le plus impressionnant sur Terre, avec ses 2300 km de long. Et l'endroit grouille lui aussi de créatures venimeuses. Jamie Seymour de l'université James Cook est le spécialiste des poisons sur la Grande Barrière. Il en étudie les habitants venimeux depuis une vingtaine d'années. Pour Jamie, la diversité unique de la faune dans la Grande Barrière de Corail explique qu'il y ait plus d'espèces venimeuses que partout ailleurs. La Grande Barrière de Corail est un écosystème très rude. Les coraux doivent lutter à chaque instant pour préserver leur territoire. Ils n'ont pas le choix. S'ils ne veulent pas être envahis par d'autres espèces, ils sont obligés de se défendre. Et les animaux comme les méduses et les coraux n'ont que leur venin pour se défendre efficacement. Aujourd'hui, Jamie veut attraper un poisson-pierre. Ce n'est pas très facile, puisqu'une seule piqûre peut parfois suffire à tuer un être humain. Nous plongeons dans le monde fascinant de la Grande Barrière de Corail. 14 000 espèces d'animaux marins, dont 1500 poissons exotiques, font de ce récif l'un des plus riches écosystèmes de la Terre. Personne ne sait combien d'espèces sont venimeuses, mais il vaut mieux ne pas toucher à ce qu'on ne peut pas identifier comme inoffensif. C'est vrai pour les anémones de mer. Elles sont dotées de tentacules venimeux et cette fois-ci, je préfère garder mes gants. Les anémones de mer vivent en parfaite symbiose avec les poissons clowns. Le poisson défend l'anémone contre les attaques. En contrepartie, le venin de l'anémone tient les ennemis du poisson clown à distance. Le poisson-pierre, lui, a développé une stratégie de survie tout aussi raffinée puisqu'il est le roi du camouflage. Il faut avoir des yeux aussi exercés que ceux de Jamie pour le distinguer sur un fond de rochers ou de coraux. Nous joignons nos forces pour tenter de déloger l'animal de son anfractuosité. Jamie me montre comment tenir le poisson-pierre. Il faut absolument éviter sa nageoire dorsale, car c'est l'endroit où se trouvent les dards empoisonnés. Voilà pourquoi il est si dangereux pour les plongeurs ou les baigneurs de marcher dessus par accident. Le venin pénètre immédiatement dans le corps et peut provoquer une paralysie respiratoire et une défaillance cardiaque. Je suis rassuré de savoir que Jamie a de l'antivenin avec lui. Nous avons rapporté notre prise à bord sans incident. Jamie veut maintenant récolter le venin du poisson, car il travaille à l'amélioration de l'efficacité des antivenins. Notre poisson-pierre va bien. Il est maintenant dans sa glacière. On a aussi une pompe à oxygène que les aquariophiles reconnaîtront. On va donc pouvoir passer aux choses délicates. Je dois le sortir sans me faire piquer. Allez, calmement. Il ne veut pas. Il ne joue pas le jeu. Et voilà. Je le tiens. Il se défend comme un beau diable. On n'imaginerait pas qu'ils ont autant de force. Regarde-le dresser ses aiguillons. Il est très en colère. Je crois qu'il ne t'apprécie pas beaucoup. C'est toi qui le regardes, pas moi. Le contact de ce poisson est très curieux, parce qu'il n'a pas d'écailles. Sa peau, qui ressemble visuellement à du corail, est très molle et un peu caoutchouteuse.
Là, on aborde la phase la plus délicate. J'ai promis à Jamie de traire un poisson. Je n'ai encore jamais fait ça, surtout sur un poisson venimeux. Voyons ce que ça donne. Prends celui-ci. Pas trop haut. Une seconde. Ici? Ouais. Oui, tout en douceur. Remonte un peu la seringue, mais pas trop. On aurait du mal à imaginer une goutte plus petite. Je cède ma place aux spécialistes. Il faut avoir le coup de main. Avec Jamie, ça a l'air très facile. Tant que le poisson reste calme. Il n'aime pas ça. Et voilà le venin. Qu'est-ce qui se passerait si tu me l'injectais dans le bras? Eh bien, tu ressentirais aussitôt une douleur insoutenable au point de te faire pleurer. Mais en fait, la douleur resterait concentrée à cet endroit du bras qui se mettrait à enfler énormément. Et si tu ne recevais pas d'antivenin, tu souffrirais un véritable calvaire pendant 6 à 12 mois. On dirait que tu l'as déjà vécu. J'ai marché sur un poisson-pierre une fois. Je ne marcherai pas dessus 2 fois. Vous avez des plages magnifiques, mais aussi des animaux extrêmement dangereux. Toi, tu nages dans une piscine ou dans l'océan? Dans l'océan, bien sûr. Le risque d'avoir un accident de voiture est plus important que celui de se faire piquer ou mordre par un animal marin venimeux. Et comment résister à une mer aussi belle? Ce n'est pas une chance donnée à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des animaux dangereux, et c'est dans l'ordre des choses. Même l'industrie du tourisme l'a compris maintenant. Il y a 10 ou 15 ans, le mot d'ordre était de ne pas en parler. Dorénavant, c'est une accroche publicitaire. Vous êtes à l'endroit le plus dangereux de la planète. Nous avons non seulement des animaux uniques, mais aussi des spécialistes pour les étudier. Donc, si tu te fais piquer ici pendant que tu nages, c'est le meilleur endroit où ça pourrait arriver, parce que nous savons mieux traiter ce genre de blessures que n'importe qui. Sur la côte située devant la Grande Barrière de Corail, la civilisation s'enfonce profondément dans la forêt tropicale. Dans l'État du Queensland, les confrontations peuvent être dangereuses avec un habitant de la forêt dont l'espace vital est de plus en plus réduit, le casoar à casque. C'est une espèce menacée qu'on trouve en Australie et en Nouvelle-Guinée. Je voudrais en savoir plus sur cet animal, un des plus gros oiseaux au monde. Il est très farouche et pourvu d'armes redoutables. Mission Beach se trouve à environ 2 heures de voiture au sud de Cairns, au cœur du tropique dit humide. Il porte bien son nom. Il pleut depuis des heures sans interruption. Et j'ai rendez-vous avec Adam, qui est un spécialiste de ces drôles d'oiseaux. Le casoar ne fait l'objet d'études intensives que depuis une dizaine d'années. Personne ne sait s'il en reste 1000 ou 10 000. Pas même Adam McNaughton du Centre de recherche australien. Hey Adam! Dirk, comment vas-tu? La pluie ne s'arrête jamais ici? Non, on n'est pas sous le tropique humide pour rien. Ça c'est vrai. On a du mal à imaginer plus humide. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici exactement? Parce que la forêt tropicale est l'habitat naturel du casoar. Ils aiment la forêt tropicale? Oui, on ne les trouve que dans la forêt. Mais la plupart du temps, on ne relève que leurs excréments. Leurs excréments. Les excréments. C'est très amusant ce qu'on peut voir sur cet ordinateur. C'est un graphique qui s'appelle Cassowaripu. En français dans le texte, crotte de casoar. C'est parce que cet oiseau est particulièrement difficile à trouver que tu te concentres sur ses excréments? Oui, c'est bien ça. Ils nous permettent de déterminer où ils sont et d'analyser leur ADN pour identifier les différents animaux. Quel travail! Ramasser des crottes d'oiseaux sous la pluie. Le casoar peut avaler de gros fruits et rejeter les noyaux intacts. Cet oiseau coureur est par conséquent d'une valeur inestimable pour la forêt tropicale australienne. Ça ne ressemble pas à des crottes d'oiseaux. Non, mais on reconnaît les graines dedans. Il existe 2 autres espèces d'oiseaux qui, comme le casoar, disséminent les graines dans la forêt. Mais la plupart ne peuvent pas avaler des graines de cette taille. Seul le casoar le peut. Qu'est-ce qui se passerait s'il disparaissait? Eh bien, l'écosystème en entier disparaîtrait si ces graines n'étaient pas disséminées.
Et maintenant, l'un de nous doit ramasser ses excréments. Je t'en prie. Super. Retourne le sachet sur l'envers. Évidemment, à cause de l'ADN. Ah oui, on n'a pas besoin du tien. Les graines aussi? Oui, c'est chaud? Non. Donc c'est pas frais. Mais ça pue quand même, vraiment. Et ça part au labo. C'est ça. Maintenant que je sais tout ça, j'aimerais bien rencontrer un de ces drôles d'oiseaux. Mais même Adam a rarement l'occasion de voir ces animaux en liberté. Avec cette pluie, les chances sont presque nulles. J'en ai assez. Je suis trempé et j'ai envie de rentrer. Adam m'a parlé d'un endroit où je suis presque sûr de trouver un casoar. On y va? Voici Cass, la fierté du parc naturel Rainforest Habitat. Cette femelle casoar est arrivée ici il y a 15 ans, alors qu'elle était âgée de quelques jours. C'est Terry Carmichael qui l'a élevée. Tu vois, tout à l'heure, elle était nerveuse. C'était un signal clair pour délimiter son territoire. Il faut être très prudent. Si tu en croises un en liberté, il faut reculer tout doucement, sans le lâcher des yeux. Essayez de paraître le plus grand possible, par exemple en soulevant ton manteau au-dessus de ta tête. Ça m'est déjà arrivé, tu sais. Un casoar sauvage n'osera pas t'attaquer directement dans ce cas. Ils sont énormes. Oui, ce sont des animaux grands et forts. Regarde ses pieds. C'est un dinosaure vivant que tu as devant toi. Quand ils ont des petits, les casoars font preuve d'une agressivité accrue. L'oiseau peut attaquer avec les deux pattes en même temps. Il y a eu des cas de décès, mais très rares. C'est plutôt l'homme qui est dangereux pour le casoar que l'inverse. Nous sommes dans cette partie de l'Australie depuis 140 ans et nous avons encore beaucoup à apprendre sur les animaux que nous avons chassés. En 140 ans, nous avons instauré une civilisation occidentale riche et nous menons une vie confortable. Mais on doit aussi penser aux animaux qu'on a chassés. Le casoar est un symbole. Sur ses deux pattes, c'est l'animal le plus rapide de la forêt tropicale. Une chose est sûre, la forêt ne serait plus jamais la même sans le casoar. Je suis revenu à Cap York, à l'extrême nord de l'Australie, pour retrouver Brian Fry. Notre spécialiste des serpents est sur une nouvelle piste. Aujourd'hui, il est à la recherche de vipères de la mort. C'est l'heure où les serpents commencent à être actifs. Quand ils sortent de l'herbe et atteignent la route, ils constatent que la température du sol est supérieure de 5 à 8 degrés à celle de l'herbe. Du coup, ils restent sur place pour en profiter. Quelque chose bouge ici. Un serpent. Je l'ai. On le saisit de cette manière. Elle est en colère. Ça peut se comprendre. Ça y est, il faut bien la tenir. C'est bien une vipère de la mort. Un des serpents les plus dangereux d'Australie. Et pourtant, il est si petit. Pourquoi ce poids plume est aussi mortel? Parce qu'il en est capable. En fait, les vipères de la mort chassent à l'affût. Elles attendent qu'une proie passe à leur portée, parfois pendant des jours ou des semaines. Elles attendent, 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 jusqu'à frapper. Elles n'ont pas le droit à l'erreur. Chaque morsure doit être précise et absolument mortelle. Donc deux raisons. Elles attaquent en un éclair. Exactement. Mais tu as dit... Oui, mais elles se déplacent très lentement. Elles compensent leur lenteur par la rapidité de leur attaque. Et c'est l'attaque la plus rapide d'Australie, c'est bien ça? Oui, et de loin. Et leur venin est très puissant parce qu'elles ne peuvent pas poursuivre leur proie. Oui. Quelque part, je suis content que ce soit toi qui récupère le venin. Tu es prêt? Slide that over the fang.
Quelle est la particularité de son venin? J'ai été mordu par une vipère de la mort une fois. Comment le décrire? Ce n'était pas que désagréable. Comment dire? Est-ce que ça fait l'effet d'une drogue? Absolument. J'étais heureux. J'en aurais presque dansé. Sauf que j'étais paralysé. Mais en moi-même... Sérieusement? Honnêtement, je n'ai jamais connu un trip pareil. Tu ne plaisantes pas. La morsure en elle-même fait mal, et après? Quand une telle vipère te mord, tu ressens bien entendu la douleur de la morsure. Mais cette douleur ne s'étend pas comme pour les serpents de mer. Le venin agit sur les nerfs, et pendant que tu es en train de mourir, tu te sens étrangement bien. Si tu veux absolument te faire tuer par un serpent, je te recommande la vipère de la mort. C'est noté. Maintenant, on doit l'emballer sans lui faire de mal. Est-ce qu'elle peut te mordre à travers le sac? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je referme le sac. Et tu ne me le dis qu'après que je t'ai posé la question. Bon, tout s'est bien passé. Pour se détendre, on pourrait supposer qu'une partie de pêche serait appropriée. Mais pas avec Brian. Josh et lui sont déjà à la recherche d'un autre animal venimeux, le poisson-chat. Le venin de cette espèce de silure n'est pas mortel pour l'homme, mais il n'en demeure pas moins très douloureux. Nous sommes dans le pays qui a la plus longue côte au monde. Et pourtant, on pêche sous un pont. Tu vois tous les pilotis, là? Partout où il y en a, on trouve des espèces vivantes. Toutes sortes de crustacés et de plantes aquatiques. Presque comme sur le corail. Pourquoi un poisson-chat? Nous voulons découvrir en quoi son venin se différencie de celui du poisson-pierre, parce qu'il n'existe de contre-venin que pour ce dernier. Il semblerait que l'antivenin serait aussi efficace contre le venin du poisson-chat et celui de la raie à aiguillon. Si nous pouvons diversifier ces applications, nous pouvons non seulement sauver des vies, mais aussi soulager la douleur. Lorsque Josh ne participe pas aux expéditions de Brian, il organise des parties de pêche. Brian admire son talent. Josh est un pêcheur hors pair. Il attrape poisson après poisson. Contrairement à moi. Josh, il a encore avalé mon appât. Je passe pour un véritable nigo ici. Le dernier des Australiens pêche mieux que moi. Sous notre bateau, la mer grouille de requins et d'autres gros poissons. Peu importe ce que c'était, l'animal nous vole presque tout ce qu'on a pêché. Les requins mangent tout. Tu parles d'un pays, ici les requins s'invitent pendant qu'on pêche. L'Australie, croyez-moi, c'est bizarre. Josh connaît un autre endroit où on trouve des poissons-chats. Nous devons nous dépêcher avant que le soleil ne se couche. Mais ici aussi, on attrape de tout, sauf des poissons-chats. C'est un bébé requin. Il a vraiment de la chance. Les blessures des requins guérissent super vite. Il va se remettre rapidement. Oui, les requins sont étonnants. Il n'est pas gravement blessé. Non, pas du tout. Nous, c'est des poissons-chats qu'on cherche. Relâche-le. Brian a encore ferré quelque chose. Toujours pas de poisson-chat. Mais une prise tout de même intéressante. Qu'est-ce qu'il est beau! C'est une raie à aiguillon. Elle aussi, elle est venimeuse. Elle possède un aiguillon sur la queue qu'elle utilise comme un fouet. Il faut faire un peu attention. Ils sont faits pour casser, en fait. Ça ne fait pas mal à la raie. C'est exactement ce genre de choses qui a tué Steve Irwin. Voici l'arme de la raie à aiguillon. Comme Brian l'a expliqué, ça ne dérange pas la raie si cette pointe casse, parce qu'elle repousse. C'est une arme défensive. Ça signifie qu'elle est faite pour se planter et rester dans le corps d'un animal qui attaquerait la raie. Voici le nez, les oreilles et bien sûr une jolie petite gueule. Est-ce que tu sais à quoi lui sert une aussi longue queue? Elle est presque 3 fois plus longue que son corps.
Les rayures noires lui donnent une allure de serpent de mer. C'est vrai. C'est du mimétisme peut-être? Non, je ne vois pas pourquoi. Je n'en ai aucune idée. En revanche, je peux te dire qu'il s'agit d'une femelle. Si c'était un mâle, il aurait des claspers sur le côté. Alors on relâche la petite, d'accord? Adieu. Brian est satisfait. Il a sa dose de venin pour aujourd'hui. On prend le requin. Je passe par en dessous. Descends, descends. Oui, je l'ai. Un magnifique poisson-chat. Mets-le sur le sol pour qu'il ne casse pas mes instruments. C'est génial. Vous entendez ce bruit? On ne dira plus que les poissons sont silencieux. Le mutisme des poissons est un mythe. On enlève d'abord le crochet pour qu'il ne se blesse pas. Il est bien accroché. Bien. Le poisson-chat est ici, le filet est là. Un sacré costaud. Ils ont les mêmes aiguillons sur leur nageoire dorsale. Mais ils ne peuvent pas s'en servir pour viser. Ils le brandissent et finissent par toucher quelque part. Et si un requin arrive? Et s'il l'attrape pour le manger? Il se retourne et le frappe. Pour se défendre. Il est fort, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Ça fait clac. Il ne saigne pas, donc il peut y aller. Est-ce que l'aiguillon repousse au bout d'un moment? Oui, il sera bientôt comme neuf. Il a de drôles de rainures. Oui, exactement comme la raie à aiguillon. Ils ont des points communs dans leur évolution. Le venin se trouve dans les rayures sombres des rainures. Il est parti.